Donc, ce soir, comme les fois d'avant, je vais vous faire un petit cas clinique. Et ensuite, une fois qu'on a abordé le cas clinique, du coup, je vais juste revenir un petit peu sur des choses que j'ai vues aujourd'hui, parce que je trouvais ça cool de revenir dessus. Et je vais aussi, du coup, vous partager un petit diapo que j'ai fait vite fait, pour en gros vous expliquer pourquoi la moitié des études, c'est de la merde. Du coup, quand je dis la moitié des études, c'est un chiffre au hasard qui ne sort pas de moi. Donc moi, c'est un chiffre très précis de ma part, parce que j'ai pris le même que Ioannidis, qui était le rédacteur en chef du Lancet. Donc, je ne sais pas si vous savez, c'est un journal qui est plutôt réputé. Mais lui, Ioannidis, il l'a dit au pif. Donc il a dit la plupart des études sont fausses, peut-être la moitié. Donc voilà, on va expliquer ça pourquoi juste après. Donc je fais des lives hebdomadaires, mais je continue tous les mois à faire un live un peu plus fourni avec une personne que j'invite. Et donc là, le 28 janvier, j'inviterai Marguerite Dontanville. On va parler de « Faut-il corriger les croyances des personnes ?» Ça va nous permettre d'aborder plein de points, ça va nous permettre d'aborder un peu l'éducation, mais surtout le consentement, parce que c'est un petit peu l'idée derrière tout ça, c'est que corriger les croyances des personnes, ça implique de un peu s'imposer dans un modèle paternaliste. Et vous allez voir, on va en discuter, ça sera probablement très intéressant. Et peut-être, éventuellement, début du mois de février, j'ai le labo RNP, là, je crois, c'est ça. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que je pensais, à m'envoyer leurs vidéos, leurs reels sur les réflexes archaïques, tout ça. Et alors, j'ai aucune idée de leurs prétentions. Je vois que ça nous a caressé les orteils des gens, mais quelles sont les prétentions thérapeutiques, tout ça? Donc, on va faire des entretiens avec eux, peut-être des entretiens épistémiques, on va voir. En tout cas, l'idée, ça va être de voir un petit peu ce qu'ils croient, comment ils sont arrivés à développer leur modèle. Et du coup, on verra un petit peu tout ça. Donc, bonsoir aux Twitchers. Donc, les Twitchers, normalement, vous devez pouvoir voir, on voit vos commentaires dans la vidéo, donc c'est cool. Et c'est parti. Donc, on va commencer par un petit cas clinique. Donc, je vous en avais parlé en story rapidement. Je vous avais dit, c'est un ingénieur qui vient me voir parce qu'il a une lombalgie. Et cette lombalgie, elle est en lien avec la mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, il a pas mal au repos, il a pas mal n'importe où. En fait, il a mal seulement quand il fait du soulevé de terre. Et quand il fait certaines activités, quand il ramasse des objets et tout ça. Donc là, il a des douleurs dans cette situation-là et c'est ça qui le gêne dans la vie de tous les jours. Son objectif, c'est simple. En gros, ça fait des années qu'il va à la salle de sport, il peut plus faire de soulevé de terre. Il a restreint la plupart de ses activités pour éviter tout ce qui va se permettre de se pencher en avant. Et il me contacte pour ça. Donc à la première séance, déjà, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il prend toujours des comportements de protection. Par exemple, pour ramasser son smartphone sur la chaise, il prend sa main, il la pose sur sa cuisse pour se pencher en avant. Il y a plein de choses comme ça pour essayer de garder le dos le plus droit possible. Et du coup, on fait un petit essai dès le début de la première séance. Donc, on a fait un examen neuro complet. L'examen neuro est tout à fait négatif. La seule chose que je remarque, c'est que du coup, il a une sensibilité dans le dos à la contrainte mécanique en flexion. Et il a des comportements qui sont peut-être maladaptatifs. En tout cas, il a des comportements de protection. Donc, ce qu'on fait avec ce patient-là, c'est que je lui propose d'essayer de soulever une haltère, mais en flexion lombaire, pour voir ce qui se passe. Donc, en gros, l'idée, c'était une haltère de 10 kilos, je crois, ou 8 kilos à ce moment-là. Et donc, il soulève, et ça lui fait mal. Donc, je dis, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait s'il recommence? Donc, il ose pas trop, il fait... Et en gros, non, du coup, il a mal. Donc, cette séance-là, en fait, la douleur, elle augmente au fur et à mesure qu'on fait des gestes, tout ça. C'est pas grave, on dit, ok, j'ai vu, merci beaucoup d'avoir essayé ça. Parce que du coup, j'ai bonnes informations sur votre dos. C'est-à-dire qu'en gros, là, je sais que vous avez mal quand vous pliez le dos. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a vu que quand on répète, du coup, il y a une sorte d'irritabilité qui se met en place. Et comme ce qu'on veut, c'est que vous pliez le dos, il va falloir qu'on vous entraîne à ça à un moment ou à un autre. Donc, à la fin de cette séance-là, je lui propose de faire des mouvements répétés, type comme on peut faire en Mackenzie. Donc, on fait des mouvements pour voir si on trouve des mouvements qui soulagent. On trouve l'extension lombaire qui fait pas grand-chose, mais qui fait un petit peu. Donc, ça diminue un petit peu cette douleur. Donc, on lui met la blinde un petit peu, sans grand succès. Donc, séance d'après, on se revoit. Et du coup, là, je lui sors ma belle infographie, que je vous ai pas préparée là, mais vous pourrez la trouver. C'est celle où il y a un truc où c'est si on fait trop peu, les gens ils s'améliorent pas. Si on fait trop, les gens ils sont irrités. Et donc l'idée c'est d'aller vous stimuler mais sans vous irriter. Et donc du coup l'idée c'est que on va essayer de stimuler votre dos parce que vous avez dit, on a vu que vous supportiez plus du tout la flexion lombaire. Et du coup, il faut qu'on vous entraîne petit à petit à supporter cette flexion lombaire. Donc on va voir jusqu'où on peut vous entraîner à faire de l'exposition progressive.
et voir ce que ça va donner. Et il fait de la flexion lombaire d'abord avec une chaise, vous savez la chaise pour faire des extensions lombaires. Donc du coup, quand on redescend, ça fait de la flexion. Et du coup, on peut mettre un petit peu de poids au fur et à mesure. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en faisant un légèrement comme ça et en augmentant au fur et à mesure, la flexion qui lui faisait mal au début, elle finit par plus lui faire mal. Donc on a mis 0 poids, puis après on a mis 2 kilos. Et puis après, on peut finalement commencer, pas à cette séance-là, mais à la séance d'après, à lui faire soulever du soulevé de terre classique, mais avec juste 10 kilos. Et donc en faisant ça, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, la douleur n'intervient plus lorsqu'il est en flexion lombaire. Et donc on a pu augmenter un petit peu la quantité de charge au fur et à mesure, et la personne s'est améliorée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je vais vous donner mes hypothèses sur ce qui a pu se passer dans ce cas clinique-là, mais peut-être que vous en avez vous aussi. L'hypothèse principale que j'ai, c'est que on a vu qu'il était mécanosensible. Lui, il n'avait pas des douleurs de repos et tout ça, donc il y a très peu de composantes inflammatoires. En fait, cette sensibilité évoquée par les mouvements, on sait que c'est en lien très souvent avec des marqueurs de sensibilité du système nerveux central, donc la sensibilisation centrale, la sensibilisation nociceptive. Et du coup, cette sensibilisation, peut-être qu'elle est en lien avec plusieurs choses, peut-être qu'elle est en lien avec des cytokines inflammatoires dans les tissus, peut-être qu'elle est en lien avec juste des changements au niveau de la moelle épinière, peut-être qu'elle est en lien avec d'autres choses. Et donc, peut-être qu'en mettant de la tension dans son disque intervertébral, on met de la tension dans ses fibres de collagène au niveau du disque, et qu'en faisant ça, on va stimuler les cellules enchâssées dedans. Dans les disques, il y a des cellules qui sont de type fibroblastes, tout ça, et donc changer la chimie qu'ils vont sécréter. Donc peut-être diminuer au fur et à mesure cette sensibilité nociceptive entretenue par je sais pas trop quoi, par le disque. Ou alors, autre possibilité, on a vu par exemple dans l'étude de Guillaume Christ en 2021, 2020-2021, enfin bref, que du coup les gens qui avaient mal quand ils soulevaient les objets et qui avaient des comportements maladaptatifs, il y a très peu d'influence de la mécanique. Merci d'adorer les fibroblastes. Très peu d'influence de la mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire, très peu d'influence de la mécanique? Ça veut dire que il y a plusieurs marqueurs biomécaniques qui ont été pris en compte, et on s'est rendu compte que l'activité EMG des muscles semble pas avoir de rôle, la vitesse à laquelle on soulève, ça semble pas trop impliqué dans l'amélioration de l'intensité des douleurs ressenties par le patient. Par contre, ce qui avait un lien direct avec l'intensité des douleurs ressenties par le patient, c'était la peur. Et donc, quand les gens ils ont peur, plus ils ont peur, plus ils ont mal. Et donc, ça se trouve, en fait, là, en faisant ça, en lui donnant des explications claires, en lui faisant faire l'expérience au fur et à mesure, on a diminué sa peur. C'est une autre explication possible. Et très probablement qu'il y a d'autres explications qui peuvent rentrer en jeu. Mais du coup, voilà les informations que j'ai. Et il était ultra satisfait. C'était un ingénieur et il aimait beaucoup le fait que je lui donne des explications au fur et à mesure. Donc, je lui ai donné peu ou prou les mêmes explications qu'à vous, avec un peu moins de jargon pour lui, évidemment, vu que c'était un patient. Et du coup, ça lui a beaucoup plu. Ok, ça c'était le cas clinique. Si vous avez des questions dessus, vous pouvez les poser, je reviendrai dessus. Et en attendant, aujourd'hui j'ai partagé plusieurs reels en story et on m'a dit fallait s'en douter, ça a fait polémique. Donc du coup je vais aller voir c'est quoi ces polémiques et je vais en profiter pour revenir dessus avec vous. Donc on va commencer par le commencement. Faut que j'en voie une, je la regarde, ça me fait marrer, je regarde les commentaires, je la partage à un copain de temps en temps, et du coup, Insta m'en montre encore plus. Ok. T'as déjà vu ces vidéos-là, toi? Non, jamais. Pouah, ça me rend dingue, j'en peux plus de tout ce bullshit en ostéo, il y en a partout. Pourquoi tu dis ça? Y a qu'à ouvrir Instagram. Des publications d'ostéo qui prétendent soigner tout et n'importe quoi, des reels d'une nana qui chante pour soigner ses patients, ou des pubs pour des formations en énergétique. Il se passe pas un jour sans qu'on m'envoie des dingueries. Sérieux? Moi je vois rien. Faudrait ouvrir les yeux les ostéopathes, parce que c'est une réalité. Bon de voir. Entre ceux qui prétendent sentir les atomes bouger, qui utilisent les énergies cosmiques, les dérives thérapeutiques et sectaires, ça te dit rien tout ça? Intéressant. Non, c'est grave. Juste la profession elle est pourrie et ceux qui veulent pas le voir, c'est juste qu'ils veulent se mettre des œillères. Ça me fait penser à Donald Trump et aux monstres géants. Quoi? Il y a quelques mois, je suis tombé sur une vidéo faite avec de l'intelligence artificielle qui montrait une sorte de créature un peu dégueu, genre monstre des profondeurs marines, tu vois. Ouais. Et en commentaire, il y a des gens qui demandaient si c'était réel. Les gens sont bêtes. En fait, je pense qu'ils font exprès parce qu'à chaque fois, il y a la team premier degré qui débarque, qui leur disent mais non, évidemment, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis ils en rajoutent une couche en disant si, j'étais présent, j'ai tout vu, il y a aucun survivant. Bref, ça me fait marrer quoi. Et c'est quoi le rapport avec mon histoire? J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai regardé les commentaires, ça m'a fait rigoler, donc j'ai envoyé à un copain. Et depuis, il peut pas se passer une minute sans que Insta me propose une vidéo d'un monstre géant avec des gens qui vont demander si c'est réel. Tiens, regarde, un truc un peu dégueu avec quelqu'un qui demande et c'est vrai.
Et alors? Bah, le truc, c'est que ça s'auto-alimente. À chaque fois que j'en vois une, je la regarde, ça me fait marrer, je regarde les commentaires, je la partage à un copain de temps en temps. Et du coup, bah, Insta m'en montre encore plus. OK. T'as déjà vu ces vidéos-là, toi? Non, jamais. Tu crois que ça représente quel pourcentage des vidéos faites sur Instagram? 0,0001%. Et même si on reste sur le contenu en rapport avec l'intelligence artificielle, c'est quoi? Une toute petite partie, en fait. Juste l'algo m'en montre plein parce que j'interagis avec, en fait. Et c'était la même chose avec l'élection de Donald Trump. C'est quoi le rapport avec Trump? Bah, en 2016, quand Trump a été élu la première fois, il y a plein de gens qui se sont dit, mais what? Mais d'où ça sort? Il y avait un article qui avait été publié qui disait, il y a 58 millions d'électeurs pro-Trump, j'en ai vu aucun. OK. Et comment t'expliques ça? C'est à cause d'un truc qu'on appelle les bulles de filtre. En gros, si tu commences à interagir avec un type de contenu, tu le regardes, tu commandes, tu partages, bref, tu réagis, bah, l'algorithme va t'en montrer plus, juste parce que tu réagis. Que ça te fasse plaisir ou que ça t'énerve, ça change pas grand chose, en fait. Juste, tu réagis. Au point où ça va prendre une place énorme dans ce que tu vois, même si en réalité, ça représente une toute petite partie du contenu qui existe vraiment. Durant l'élection américaine, les électeurs pro-Trump, ils voyaient uniquement les vidéos qui confirmaient ce qu'ils pensaient, et les électeurs qui étaient pour Clinton, ils voyaient des vidéos qui montraient à quel point bah, les arguments de Trump étaient débiles. Mais ils se croisaient pas. Chacun dans son monde, chacun dans sa bulle. Donc en fait, c'est pour ça que toi, tu vois pas les dérives qui existent réellement. Et c'est aussi pour ça que toi, tu vois ça. En partie à cause des algorithmes, et en partie à cause de nos comportements en tant qu'humains. Alors moi, depuis que je suis sur Instagram, je suis beaucoup plus volontiers des vulgarisateurs, des gens qui font de la recherche ou de la formation. Et si j'ai vu passer dans mon feed Jean-Michel Énergie, bah, j'ai juste pas réagi. Et du coup, Insta a arrêté de me le montrer. Et pourtant, les Jean-Michel Énergie, comme tu dis, ça représente la majorité des ostéos, hein. Bah ça, en vrai, t'en sais rien. Pour le savoir, faudrait faire une étude vraiment sur le terrain où on va prendre un échantillon représentatif d'ostéos et on va regarder dans leur cabinet comment ils pratiquent. Et je suis pas sûr que ça ait été fait. Mais le fait que t'en vois plein, ça en dit probablement plus sur toi et tes habitudes de contenu sur la plateforme que sur la pratique moyenne des ostéopathes. Bon, ok. Du coup, ça, je l'avais partagé, je l'avais vu. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais c'était important qu'on regarde avant de regarder les commentaires. Alors, est-ce que je peux voir les commentaires là? Non, pour voir les commentaires, il faut que j'ouvre la fenêtre un peu plus. Tac. Alors, regardons ces fameux commentaires. C'est moche, mais c'est à cause d'Insta, c'est pas de ma faute. Hop. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Alors, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas juste une représentation de la vraie vie, vous le saviez. Je suis en partie d'accord, surtout sur l'effet de bulle d'information. Par contre, on peut se poser la question à la place des dérives thérapeutiques et des méthodes non prouvées en ostéopathie. Quand on regarde les syndicats, les profils Doctolib, le ratio entre contenu et BP est très dit, qui est clairement déséquilibré. Ça, clairement, en fait, on ne sait pas. Et je pense que Pierre-Élie, il l'a bien dit, hein. On ne sait pas si les ostéos sont majoritairement bullshit ou pas. On a quand même des indices qui nous semblent indiquer que majoritairement, les ostéos sont bullshit. Je pense qu'on n'a pas le droit de le dire pour les médecins ou les kinés en tant que professionnels de santé parce qu'on n'a pas le droit de médire de notre profession. Mais du coup, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a plus de pourcentage d'ostéo bullshit que de kiné bullshit? C'est une question qui me semble intéressante. En Australie, ce qu'on a vu, c'est que les kinés étaient en proportion moins bullshit que les chiros. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de kinés qui racontaient du bullshit sur leur site internet. Ça veut juste dire que, en proportion, les kinés étaient moins bullshit que les chiros, c'est tout. Mais je pense pas que la différence se faisait énormément. Donc en France, ça mériterait une petite enquête, en fait, voir quelle proportion. On prend un pool au hasard sur Doctolib ou sur n'importe où. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on leur envoie un questionnaire, déjà au moins d'autoréponse, pour que les gens disent comment ils pratiquent, parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt à mentir. Donc, pourquoi pas? Peut-être que du coup, ce serait vraiment mieux de les voir pratiquer. Je crois que, si je fais pas d'erreur, Thierry Draper-Rodi l'a fait. Ah, comment louper la cible avec brio? Il est évident que les réseaux offrent un prisme déformant les problématiques fortes en émotion en outrage, mais peut-on le nier pour autant sur la base de sa propre pratique quand on déclare soi-même ne plus réellement exercer la dite profession? Je crois pas que Pierre-Élie ait dit ça. Enfin, il me semble pas que Pierre-Élie pratique plus la profession. Enfin, voilà, bon, bref, c'est pas grave. Les milliers de praticiens qui débordent sur leur profil public et leur page Doctolib sont-ils des fake news générées par IA, comme tu le suggères? Non, je crois pas qu'il ait suggéré ça. C'est rigolo. C'est rigolo comme un truc. Il a juste dit que... Bon, c'est pas grave. Les victimes qui témoignent sont-elles des acteurs payés? Malheureusement, alors oui, il y a des témoignages de victimes, c'est important. Après, vu la quantité d'actes chaque année, à moins qu'on ait des millions de témoignages, ça permet pas de déterminer la proportion de fake. Malheureusement, la fabrique de fake news, de détournement d'attention et de responsabilité n'est pas du côté que tu crois. Bravo pour ton travail personnel, je ne le dirai jamais assez. J'aimerais avoir un professionnel comme toi dans ma région, mais tu ne peux pas résumer ce qui se passe dans cette profession, ni dans les autres pratiques de soins non conventionnels, à ta bulle de gens sérieux, tant que les syndicats, les leaders et les écoles font la promotion des pratiques illégales. Ça, c'est un très bon point, je pense, effectivement. Si une école
une école, d'accord? C'est-à-dire que c'est ceux qui forment les professionnels. Si une école, elle peut pas montrer patte blanche, genre, j'ai vu récemment plusieurs publications d'Isostéo Lyon sur LinkedIn. C'était une catastrophe. Ils racontaient vraiment des conneries de ouf. Sur la différence kiné-ostéo, par exemple, je me souviens, j'avais laissé un commentaire. La première étape pour vulgariser de l'information, c'est d'abord d'obtenir de l'information. Donc voilà, je pense qu'il marque un point là-dessus. Après, je trouve que sa critique est pas très juste de ce que dit Pirelli, parce qu'il a fait un tome de paille. Je pense qu'un homme de paille pas conscient, peut-être qu'il a mal compris le propos et qu'il a un peu réagi rapidement à l'émotion. J'ai l'impression que le message principal des vidéos, c'est que tant qu'on n'aura pas les vraies études sur les terrains, les pratiques en cabinet, on pourra imaginer tout ce qu'on veut sur la proportion de praticiens TM, de bullshit, de BP, etc. On parlera sans savoir, même si évidemment tout à fait d'accord avec toi, qu'on peut vraiment s'inquiéter sur se poser plein de questions quand on voit ce qui est encore enseigné dans les écoles. Mais pour la suite, ça reste des points d'interrogation tant qu'on n'a pas de données, qu'on n'aura probablement jamais, ce qui n'empêche pas du coup de militer un max et faire pression sur l'école et syndicats pour faire bouger les choses. Ouais, écoute, Jeanne, je pense qu'on a compris la vidéo pareil, toi et moi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Les conneries de l'ostéopathie sont publiées dans les institutions. Uselise Seuil, tu penses à quelle connerie, du coup, et quelles institutions? Étudiant en 5e année à ISO Lyon, je ne peux qu'approuver. Ah, désolé, c'est pas grave, t'es bientôt diplômé, et après tu pourras oublier ce que t'as appris à l'école. Quand les dérives sont le cœur de la définition d'une pratique et qu'il y a autant de cas individuels, ça devient de la malhonnêteté flagrante de faire comme si c'était des fake news générées par IA. C'est une fausse analogie, évidemment, qu'on ne peut pas... Oui, une fausse analogie, pourquoi pas? Qu'on ne peut pas généraliser à tous les praticiens, mais là n'est pas le propos. Il s'agit de constater que quel que soit le pourcentage, le nombre seul de cas est inquiétant et l'attitude de la profession inadmissible. Ouais, ok. On va passer à un autre commentaire. C'est un vrai problème, ça, le biais des algorithmes. Ça explique notamment pourquoi les complots sont chaque jour plus convaincus. Et j'ai eu un patient comme ça une fois, qui était anti-vax. Et vraiment, du coup, on a discuté ensemble, lui et moi. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est comment vous voulez que je puisse avoir confiance dans les vaccins, alors que, en fait, à chaque fois que j'ouvre Facebook, je vois toujours de plus en plus de vidéos qui vont dans l'autre sens. Il m'a montré une vidéo et on avait discuté ensemble. Il a dit, ok, et ça veut dire quoi la vidéo? C'était une vidéo où on montrait des globules rouges de personnes qui étaient vaccinées, des globules rouges de personnes qui n'avaient pas été vaccinées. Et du coup, je lui ai dit, ok, très bien. Et c'est censé être comment, normalement, des globules rouges? Et là, il a bugué parce qu'il s'est rendu compte qu'il savait même pas. Et donc, du coup, voilà. Bon, en vrai, c'était quelqu'un qui a une drépanocytose, vraisemblablement, vu que les globules rouges avaient une forme de faucille, tout ça. Mais effectivement, les bulles de filtre, c'est important. Et du coup, je crois qu'il y a un autre commentaire qui va être intéressant là-dessus. Tac. On y retourne. Tac. C'est bizarre, je vois quasiment que des discours éclatés au cabinet. Je crois que je n'ai jamais vu un patient me raconter quelque chose d'à peu près cohérent de la part de son ostéopathe. Ce déni, ses fondements éclatés au sol, ses égos démesurés, un gros biais d'engagement, les ostéos, vous êtes trop forts. Bon, alors Théo, encore une fois, il est ultra vénère. Il était venu critiquer Ferdinand qui avait fait l'entretien épistémique avec moi. Il a critiqué Marco et donc méga vénère. Bon. Faut rappeler qu'on a parlé de bulle de filtre des réseaux. Faut rappeler qu'on a une autre bulle de filtre au cabinet. C'est que les patients qui ont déjà vu un ostéo et qui ont guéri, ils reviennent pas voir le kiné. Seuls ceux qui n'ont pas guéri ou qui n'ont pas eu en tout cas ce qu'ils attendaient de leurs soins, ils retournent voir le kiné après avoir vu l'ostéo. Donc forcément, si on est kiné et qu'on a des patients qui sont allés chez les ostéos, on n'a pas forcément une représentativité, on a un biais du survivant qui est important et donc du coup, ça ne permet pas de se faire une idée sur comment pratiquent les bons ostéos. Je suis absolument pas vénère, Anthony. Ne me prête pas des mentions, je n'ai pas. Ah, écoute, excuse-moi Théo, mais je te trouve en tout cas bien costaud dans tes attaques. Parce que si un ostéo, il va proposer des soins, tout ça, il va dire voilà ce qu'il faut faire, il va donner des conseils d'activité physique, il va donner empouvoirer les patients, leur dire voilà ce que vous pouvez faire pour vous aider, il y a moins de chances quand même que le patient derrière il vienne voir le kiné. Donc voilà. Alors oui, nous sommes en effet victimes de notre propre biais algorithme, et l'algorithme en profite, mais c'est pas faute de l'algorithme, l'ostéopathie et les praticiens racontent n'importe quoi. De toute manière, c'est pas ce qui a été dit, en fait. Oui, fondements initiaux, enseignements, manque d'esprit critique. Le manque d'esprit critique, je pense que c'est un peu trop surévalué. Je sais pas si vous savez, on a tendance à penser que enseigner l'esprit critique, ça pourrait aider les gens, ça pourrait diminuer je ne sais pas trop quoi. Le problème, c'est qu'on a le biais de la tâche aveugle qui fait que l'esprit critique, on le voit pas toujours et que finalement, on est quand même beaucoup poussé par notre environnement et que c'est beaucoup plus facile d'être critique si on a un environnement qui le permet ou si on n'a pas peur d'être seul. Donc voilà. Les discours à l'école, la bassesse d'enseignement, ok. Hop. Quelqu'un qui sort du lot. C'est dommage de discréditer les techniques énergétiques dont la médecine chinoise fait partie, par exemple. Il y a de la nuance à mettre une formation de 4 heures énergétique qui guérit tout et un praticien en médecine chinoise qui a fait une très grosse formation
avec les résultats qu'on connaît en médecine chinoise d'acupuncture. Alors, à ma connaissance, les résultats de l'acupuncture, ils sont incroyables, mais pas mieux que de l'acupuncture placebo. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études de l'acupuncture face à l'acupuncture placebo, il y a, je pense, plus de 3000. Et en fait, de temps en temps, il y a des études qui montrent que ça marche, de temps en temps, il y a des études qui montrent que ça marche pas. Ça fait une très belle transition pour ce qu'on va voir après sur pourquoi la moitié des études, c'est de la crotte. Tout à fait d'accord, tac, tac, tac. Ou sinon, allez voir des éthiopathes moins connus. Ah, ils prêchent pour sa paroisse. Malheureusement, ce que tu écris n'est pas de l'ostéo, ce sont des tarés. Ok. Pour ma part, je vois plutôt de bonnes choses comme toi. C'est fou parce que j'essaie d'avoir des contenus EBM, mais je reviens automatiquement à du BS ostéomède. Comme s'il y avait plus de contenu prenant de BS pseudomédecine que de contenu EBM. Je pense que c'est à cause de mon comportement en tant qu'humain et de l'algo. Je sens une pointe d'ironie chez cette personne. Jolie simplification de l'algo. Au final, ce n'est que le travail de leur image qui est spécial. On va peut-être pas faire tous les commentaires. J'ai jamais rencontré la vraie vie d'ostéopathe pour tortue, mais 100% des ostéopathes que j'ai rencontrés étaient tout de même dans des théories absolument pas sérieuses ou prouvées scientifiquement. L'ostéopathie est une pseudomédecine, c'est la raison pour laquelle elle n'évolue pas, sinon ce serait la kinésithérapie tout simplement. C'est une question qui est importante. Faut quand même rappeler qu'on n'a pas de définition officiellement de l'ostéopathie aujourd'hui. Et que donc, en l'absence de définition officielle de l'ostéopathie, c'est quand même difficile de dire ce qu'est de l'ostéopathie, ce qui n'est pas de l'ostéopathie, ce qui est de la kiné et pas de la kiné, parce qu'on la kiné, on a quand même des légères définitions dans le code de la santé publique. Mais dire que l'ostéopathie qui marche, c'est la kiné, je suis pas sûr que ce soit univoque. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt équivoque. Rappel, jusqu'à présent, toutes les études qui ont testé kinésithérapie face à ostéopathie, ou même qui ont testé thérapie manuelle face à exercice, ont pour l'instant trouvé des équivalences de résultats. Pas toutes, mais une grande partie des études. Équivalence des résultats, avec de temps en temps une faveur pour l'ostéopathie, mais il y avait des gros biais, comme vous pouvez l'imaginer. Kenny Azouli, il existe des résultats. Oui, voilà, je me disais aussi, mais pourquoi pas après tout. Donc tous les ostéopathes font ça, il y a des dérives de normes, à la base c'est la même pour tout. Un bon ostéopathe comme un bon astrologue ou un bon naturopathe, quelle mascarade. Bah écoute, on n'a pas la même définition. Oui, il faut se vendre. Bon. Alors, on passe au corps du live. Je sais pas si ça peut être, on peut appeler ça le corps, étant donné que y a 8 slides, mais vous allez voir où je veux en venir rapidement, je pense. Alors, pourquoi la moitié des études disent n'importe quoi? Et pour vous exemplifier ça, j'ai pris les données d'une étude qui a été faite par De Vries, The Cumulative Effect of Reporting and Citation Bias on the Apparent Efficacy of Treatments, the Case of Depression. Ok, donc en fait, c'est une étude qui a été faite sur les antidépresseurs. Donc si je fais pas d'erreur, que je vous ai préparé les diapos, mais j'ai pas pris le temps de relire l'étude, mais je l'ai beaucoup poncé, donc j'espère que je fais pas d'erreur. Les auteurs, ils ont écumé tous les résumés de congrès et tout ça. Et vous savez, en congrès, les gens, ils viennent présenter du coup leurs études qu'ils ont fait pour leur mémoire, ce genre de choses, pour leur mémoire ou dans leur labo de recherche, parce qu'ils ont besoin de présenter dans les congrès pour présenter leur thèse ou pour avoir des financements. Et donc, du coup, en faisant tout ça, ils ont regardé après ce qui avait été publié et pas publié. Du coup, ils ont regardé au fur et à mesure et ils se sont rendus compte que entre ce qui était publié et ce qui était présenté dans les congrès, il y avait un monde incroyable. Il y avait un écart pas possible. Alors, donc, voilà un petit peu ce qu'on peut voir publié sur les antidépresseurs. Donc, en rouge, c'est les essais cliniques qui présentent des effets négatifs. Il y a une petite boule rose, c'est qu'il n'y a pas d'abstract qui a été publié de l'étude après coup, d'accord. Les boules oranges, c'est des études qui sont négatives, mais l'abstract, donc le résumé, il a un spin léger, du coup. En fait, au lieu de dire que, par exemple, les antidépresseurs ne marchent pas, ça dit les antidépresseurs sont aussi efficaces que le traitement placebo, par exemple. Ça, c'est un spin léger. Et en jaune, c'est des spins vénères. Donc, c'est quoi un spin vénère? C'est-à-dire qu'en gros, là, ils disent le traitement antidépresseur fonctionne, alors que quand on regarde les résultats de l'étude, finalement, ça marche pas mieux que le placebo. Mais ils disent que ça fonctionne, parce qu'il y a un changement intragroupe ou j'en sais rien. Et c'est pas comme ça qu'on fait une étude. Quand on fait une étude, on compare un traitement à un comparateur. Et on peut pas dire ce traitement fonctionne. La preuve, le patient, il avait une dépression vénère à 9 sur 10 et après, il avait une dépression à 4 sur 10. Preuve que le traitement fonctionne. Vu que sinon, on n'aurait pas besoin de faire une étude si on pouvait se contenter de faire ça sans comparer. Et du coup, en vert, c'était toutes les études qui paraissaient positives. Sauf que, quand on retire toutes les tournures de phrases trompeuses, donc les spins dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, tout ça, là, on se rend compte qu'il y a commence déjà à avoir plus d'études qui semblent vraiment négatives dans tout ça. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Vous doutez, parce qu'il y a des petites boules rouges au milieu des boules vertes, c'est un peu bizarre. Donc, il y a toujours des essais négatifs, des essais positifs. Mais maintenant,
si on oublie les variables qui n'étaient pas étudiées à l'origine. Imaginez, vous faites une étude sur la dépression, vous faites les antidépresseurs, donc vous voulez voir les changements au score de l'HADS, par exemple, l'Anxiety Depression Scale, un autre score. Et ben, éventuellement, du coup, vous voyez ça et vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Merde! Heureusement, vous avez vu que votre antidépresseur, il améliorait plus le sommeil que le placebo. Pouf! C'est pas grave, vous avez juste amputé dans votre étude tout ce qui parle de l'HADS et présenter l'étude comme si vous aviez fait une étude pour vérifier si les antidépresseurs amélioraient le sommeil. Et là, du coup, ça passe de rouge comme ça à vert comme ça. C'est ce qu'on appelle du biais de rapportage. En fait, on rapporte que les outcomes, donc les variables qui nous intéressent. Là, par exemple, je vous ai pris l'exemple du sommeil. Ça aurait pu être la douleur, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, c'est intéressant parce que du coup, quand on fait des études, souvent, on ne prend pas qu'une seule variable parce que faire une étude, ça coûte cher, ça demande de mobiliser les patients, ça demande de l'énergie. Donc, on prend plein de variables et on va conclure sur une variable primaire et des variables secondaires. Donc, on conclut sur la variable primaire. Les variables secondaires, ça nous dit « Ah, tiens, il faudrait peut-être faire de nouvelles études. » Et vous savez, vous publiez dans un journal. Pour publier dans le journal, il faut que le journal il accepte votre publication. Et un journal, il faut qu'il le vende, son journal. Donc du coup, évidemment, qu'il y a des trucs qui sont plus vendeurs que d'autres. Genre, nouveau traitement méga efficace, ça vend plus que « Ah, encore une étude qui a montré que c'est pas mieux que du placebo. » Donc il y a un biais qu'on dit un biais de publication. C'est-à-dire que toutes les études négatives, et là vraiment, vous voyez que ça augmente de beaucoup, ne sont pas forcément publiées. En fait, on est à peu près à 1/4 d'études négatives publiées contre 2/3 pour les études positives. Donc, ça laisse que, en réalité, de toutes les études, tous les abstracts de congrès qu'on avait sur les antidépresseurs, et je vous parle pas de l'efficacité des antidépresseurs, c'est pas mon domaine, d'accord? Je vous sers juste de ça pour vous exemplifier comment fonctionne la recherche. Là, de toutes les études qui sont à peu près autant négatives que positives sur les antidépresseurs, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que, du coup, on voyait quasiment que le positif. Et c'est fou. C'est fou d'imaginer ça. Et donc ça, là, le truc où on voit que le positif, c'est ce qu'on trouve dans PubMed. Donc dans PubMed, on a un vrai filtre qui est fait. On parlait des filtres et des réseaux avec la publication de Pierre Elie. En gros, il y a un vrai filtre qui est fait et donc du coup, on a l'impression que les traitements sont plus efficaces. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que prenez beaucoup plus en considération les études qui ont prépublié les protocoles à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez regarder dans la méthodologie s'il y a un protocole qui est enregistré. Genre, vous verrez, ce sera écrit enregistré sur clinicaltrials.gouv. Et après, vous allez lire ce fichu protocole. Et vous regardez s'il est cohérent avec le protocole écrit qui est publié dans l'étude. Genre, par exemple, si le protocole était sur le score de dépression et que l'étude, finalement, elle vous parle du sommeil, là, vous dites « Oh, ça pue un peu ». On l'a vu il n'y a pas longtemps avec, la course à pied pour les disques intervertébraux. On a vu que, du coup, c'était efficace pour améliorer les douleurs. Sauf qu'en réalité, ce qu'ils voulaient faire, c'était vérifier si la course à pied pour les disques intervertébraux, c'était efficace pour améliorer la taille des disques intervertébraux. Parce qu'on pensait que, en mettant des contraintes répétées sur les disques avec de la course à pied, c'était une bonne idée pour faire de l'anabolisme des disques et que des disques ils soient plus beaux et plus gros. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, ils ont publié en plusieurs études séparées. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par publier l'étude qui trouvait des résultats donc sur la douleur. Et là, ça pue un peu. Il y a du coup Clément H2O qui demande « C'est pas une obligation d'enregistrer les études avant de l'effectuer ?» Non, c'est pas une obligation partout, pas du tout. Tu es obligé de la soumettre à un CPP. Et donc, du coup, ça, c'est une obligation réelle qui est plus ou moins différente selon les États, d'accord? Mais du coup, tu es obligé de la soumettre à un comité de protection des personnes qui, du coup, va évaluer si tu mets pas en danger des gens en faisant ton étude. Mais est-ce que tu es obligé de pré-publier le protocole? Non, ce n'est pas une obligation, pas à ma connaissance. Si quelqu'un qui est impliqué dans la recherche veut passer par là, il me le dit et c'est OK. Comment on peut se prémunir de ça? Donc, je vous ai dit déjà, regardez les études qui sont pré-publiées et vérifier s'il y a des écarts dans les protocoles. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important, donc plus d'importance de ça. Et on a vu d'ailleurs que la pré-publication, c'est intéressant parce que quand les protocoles ils sont pré-publiés, les journaux ils s'engagent à publier l'étude d'après, même si elle est négative. Et donc, du coup, on a vu que ça a diminué les biais de publication qu'il y avait. Il y a un autre problème qui existe aussi encore, et on revient là-dessus.
c'est qu'en réalité, ça c'est le vrai schéma de l'étude de De Vries là. Si on regarde là, on se rend compte que en plus de la présence des études dans la littérature qui sont beaucoup plus souvent positives, les études, là vous voyez la taille des bulles, elles sont différentes. En fait, plus elles sont grosses ces bulles, plus les études sont citées. Et en fait, il y a des biais de citation. Donc en gros, on cite beaucoup plus souvent les études qui sont positives que les études qui sont négatives. Donc, comment se prémunir de ça? Alors, le biais de citation, une des bonnes manières de se prémunir de ça, c'est tout simplement, quand on vous présente une étude qui est positive, d'aller regarder dans la littérature si vous ne trouvez pas plusieurs autres études négatives. Et si vous trouvez moite-moite, faut pas se dire « Ah oui, mais moite-moite, c'est normal parce qu'il manque de la puissance ». Rappelez-vous qu'il y a un biais de publication. Ah, je suis désolé, du coup, on m'a dit pas très daltonien friendly cette étude. Et je suis vraiment navré. J'espère que c'était clair pour tout le monde et que personne n'a été lésé. Si quelqu'un n'a pas compris, envoyez-moi un MP, je vous referai ça de manière très, de manière beaucoup plus contrastée. Voilà. En plus, maintenant, tu as des études écrites partiellement par l'IA. Alors oui, c'est vrai, il y a des études partiellement écrites par l'IA. Du coup, on peut même voir des fois, ils ont laissé des traces de prompt dans leurs études. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres questions sur ce genre de choses? Comment on fait pour gérer ça? Ipinaï, ok, très bien. Vous avez d'autres idées pour vous, pour limiter les risques de se faire avoir? N'hésitez pas, hein, je les prends avec plaisir, vos idées. H2O, expert en IA. Ah oui, c'est vrai que Clémen... Donc Clémen, c'est Clémen de ostéopathe.pro. Très impliqué. On parlait des bons ostéos tout à l'heure. Moi, je pense que Clémen en fait partie. Voilà, ça fait partie de ce genre de choses. Très impliqué pour faire évoluer la profession. Sa profession, du coup. As a machine learning model, I cannot write the introduction of your publication. Ça, c'était vraiment introduit ça était dans une étude. Il restait vraiment ça. Ok. Bah écoutez, si vous n'avez pas l'air d'avoir des questions là-dessus de manière supplémentaire, je pense qu'on peut passer à la suite. Juste un petit truc intéressant, je crois. Il faut aussi imaginer que, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, une étude, on prend une p-value de 5%. P-value inférieure à 0,05%. Ça veut dire qu'on a 5% de risque de trouver une étude, un effet positif, alors que en fait la réalité est différente. Genre par exemple, on veut vérifier que le chant tibétain, ça améliore la taille d'érection. Hop, voilà, très bien, on est parti là-dessus. Et ben, on pourrait se dire que dans 5% des études, on trouvera que ça marche. Parce que il y a forcément le hasard qui rentre là-dedans. Et donc, il y a 5% de risque que les résultats soient attribués au hasard. Et donc là, vous allez vous dire, bah oui, ok, ça fait combien de pourcents d'études qui sont faux? Donc, même en dehors de tout ce qui est biais de publication et tout ça. On pourrait se dire, bah s'il n'y a pas de biais de publication et tout ça, biais de citation, blablabla, ce genre de choses, ça fait 5% des études qui sont fausses. Ça marche pas comme ça. Parce que 5%, c'est la chance de trouver des études vraies, alors que l'hypothèse n'est pas vraie. D'accord? Donc, le chanteur tibétain améliore la taille de l'érection. Mettre de la ricine, ça refait pousser les cheveux. Vous avez compris. Regarder des gens faire du ski, ça fait pousser les abdos. Et ce qui est intéressant et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas vrai parce que si vous testez que des hypothèses fausses, vu que 5% des hypothèses fausses passeront, mais que vous n'avez pas testé d'hypothèses vraies, et ben 100% des études que vous aurez publiées seront fausses. Et donc, une des choses qui font que la plupart des études sont fausses, c'est que on ne peut pas savoir avec certitude, mais il y a de fortes probabilités qu'on teste beaucoup d'hypothèses fausses. Et c'est d'autant plus le cas que la plupart du temps, les études sur la douleur testent des modèles vraiment pourris. Donc dans notre champ, c'est encore plus le cas parce qu'ils testent des hypothèses qui sont basées sur des vieilles compréhensions, des vieilles théories, où par exemple, on va essayer d'améliorer les trigger points, on va essayer d'améliorer le contrôle moteur, on va essayer d'améliorer la force musculaire. Et du coup, quand on fait ça, forcément, on teste que des hypothèses qui vraisemblablement sont pas les plus justes dans le corpus de connaissances actuelles. On a plus de chances de produire des hypothèses fausses. Et donc, si on produit des hypothèses fausses et qu'on teste que des hypothèses fausses, et 100% des études qu'on fera trouveront des résultats faussement positifs. Voilà, ça, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. J'espère que le dernier point, je ne l'ai pas exemplifié avec des belles images, mais j'espère que c'est clair pour vous. Bouquin aussi super intéressant sur un autre piège, le plagiat académique par Michel Bergueda. Je connais pas. J'imagine que du coup le plagiat académique, c'est en gros on reprend les mêmes données d'études de personnes qui ont déjà fait
Et ça donne l'impression qu'on a beaucoup d'études qui vont dans le même sens. Toutes les formes de fraude que tu peux trouver dans les publications. Alors oui, j'ai même pas parlé du data dredging et ce genre de choses, de triturage de données. J'ai fait des posts là-dessus, vous pouvez les voir sur mon profil. Réutilisation d'images d'échantillons biologiques. Ah, tu parles de Didier Raoult qui a fait ça. Donc voilà. Ok. Je vous souhaite une belle soirée. On a fait 3 petits quarts d'heure, donc c'est pas mal. C'est le temps que je me posais pour les lives hebdomadaires. Et le live mensuel, lui, il sera plutôt de l'ordre de 1h, 1h30. Elisabeth Bick est super connue pour ça, mais t'en as pas mal qui bossent sur ça. Bonne nuit, c'était court. Bah oui, c'est vrai.